Le principe de la taille, c'est de faire une ablation. Oui. Ce terme-là, c'est le terme fort, hein, mais c'est de faire une ablation, donc d'enlever un axe, et cet axe-là, à partir du moment où qu'on l'enlève, non seulement on enlève toute la masse foliaire de cet axe-là, donc toutes les feuilles, que ce soit feuilles ou aiguilles, hein, pour les feuillus ou les conifères, comme les pins, les saules, etc. D'accord. Donc en fait, on va enlever une masse de feuillaison, et dans ce bois, dans tout ce bois, est contenu des réserves. Ces réserves de sève élaborée, elles vont participer à l'évolution de l'arbre l'année prochaine. Donc automatiquement, dès qu'on enlève un axe, on enlève de la masse foliaire, on enlève de la réserve. Donc déjà, on a un impact physiologique, hein, d'accord, dans le fonctionnement. Et ensuite, on va mettre à nu des tissus. Donc on va couper, on va mettre à nu les tissus qui sont internes au bois. Donc des tissus comme l'aubier, le duramen, c'est des termes que tout le monde connaît, hein, le bois de cœur. Et donc avec ces tissus, eux, comme on a mis l'arbre à nu, automatiquement il y a des pathologies qui vont arriver. Elles ne seraient pas venues s'il n'y avait pas d'ouverture. Parce que la première barrière physique, c'est une barrière physique, c'est l'écorce. À partir du moment où qu'on enlève l'écorce, on met à nu tous les tissus. Pour le comparer à l'homme, on va dire c'est la peau qui nous protège. Si on enlève la peau, forcément, on est plus facilement sujet à des infections de quelque nature que ce soit. D'accord. Voilà. Sauf que la différence avec l'homme, le végétal, lui, ne cicatrise pas. C'est-à-dire, à partir du moment où on sait qu'il y a une plaie qui a été faite, ça va être plutôt une reconstruction de tissu par-dessus cette plaie. Ce qu'on appelle vulgairement la cicatrisation chez les végétaux. En fait, c'est plutôt quand vous voyez un bourrelet de cicatrisation, hein, une plaie, c'est plutôt, on appelle ça plutôt un bourrelet de recouvrement. C'est la croissance en épaisseur qui va venir englober cette plaie-là. Alors que chez l'animal, hein, que ce soit l'homme ou le monde animal, on est dans la régénération de cellules. Donc on a des cellules qui sont capables de se régénérer. Et chez le végétal, une fois que le mal est fait, eh bien, il est ad vitam aeternam, et on va se retrouver avec un recouvrement par-dessus, mais on n'aura pas la régénération de cellules. Les packs qui sont proposés en utilisation à chaque fois qu'on fait des tailles pour éviter justement ce type d'infection n'ont pas de pouvoir cicatrisant ou anti-infectieux, ou alors c'est du commerce tout simplement. Alors le pouvoir cicatrisant, le seul moyen de bien cicatriser, c'est d'être en forme. Je ne sais pas si pour l'arbre, vous voulez dire. Voilà. Qu'il soit en forme. S'il n'est pas en forme, s'il n'a pas à manger, s'il ne se porte pas bien, comme moi par exemple, il va avoir du mal à recouvrir la cicatrice. Donc le plus important, c'est qu'il ait de l'alimentation et que dans son milieu, il se sente bien. Quand il se sente bien, je parle d'un point de vue absorption d'éléments pour se nourrir. Le cicatrisant, ou ce que vous appelez les baumes, c'est plutôt une action antifongique, c'est-à-dire ça va éviter l'intrusion de pathogènes à l'intérieur du bois. Donc souvent c'est fait avec du goudron de Norvège ou alors avec des latex, etc. Qui vont créer une seconde peau pour éviter que qu'il y ait des pathologies, virus, bactéries ou autres, qui puissent rentrer dans le bois. Mais par contre, voilà, chez le conifère, par exemple, ça ne sert à rien parce que cette barrière, elle existe déjà. C'est la résine. Oui, c'est la résine. Et certains végétaux, certains feuillus, on va se retrouver avec des latex. Hein. Je parle du ficus, des figuiers, je parle des mûriers platanes. Ce latex blanc c'est aussi un baume qui va empêcher les pathologies de rentrer à l'intérieur des tissus parce que un arbre, c'est comme une pompe à injection, tout en pression, et dès qu'on coupe les tissus, il y a quelque chose qui sort. Systématiquement. D'accord, c'est un petit peu comme notre réseau sanguin. Dès qu'on fait une ouverture, il y a quelque chose qui sort, et c'est un phénomène naturel. D'accord. Donc finalement, à vous écouter, le meilleur moyen de côtoyer les arbres, je veux dire, pour rester dans l'harmonie de la vie, c'est de les considérer, ni plus ni moins, comme des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants. L'écologie en termes intellectuels n'a pas de sens au regard de ça si on ne les considère pas comme des êtres vivants. Tout à fait. Quelque part. Voilà. Et l'arbre, oui, c'est un être vivant, effectivement, et il participe aussi à l'installation d'autres êtres vivants. Donc en fait, l'arbre est un peu fédérateur, il est un abri aussi. C'est un abri, hein, donc automatiquement autour de l'arbre vont toujours se mettre en place des insectes, des bactéries, des virus ou autres qui vont participer à toute cette symbiose. Alors là, le fait que nous puissions respirer, c'est de toute façon grâce aux arbres en grande partie, puisque c'est grâce à eux qu'on peut avoir au moins une quantité d'oxygène suffisamment
bien proportionné pour pouvoir vivre. Oui, aux arbres et aux océans aussi. Hein. D'accord, je voulais pas dire que c'était seulement eux. D'accord. Oui, non, c'est pas seulement eux, mais ils en font partie. C'est parce que vous parliez du fait qu'ils favorisent la vie autour d'eux, et donc nous on en profite au moins sous cette forme, mais pas seulement, puisque lorsqu'ils produisent des fruits, lorsqu'ils produisent des graines, ils nous nourrissent, et ils nourrissent les animaux, ils nourrissent aussi les insectes, etc. Tout à fait, oui. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que il faut bien faire attention, c'est qu'un arbre qui est dépérissant, un arbre qui va mourir, ou un arbre qui meurt, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que la matière qui va redescendre au sol, elle va participer à la mise en place de tout un monde micro-organique qui va tout détériorer pour remettre tout dans le sol, pour nourrir les prochains et permettre à des graines de venir. Bien sûr, oui, c'est vrai. Donc l'arbre, je dirais, il s'autosatisfait. Ce que nous, on n'est pas capable de faire dans l'alimentation. Si vous me permettez une dernière petite question, est-ce que les arbres, peut-être on pourrait dire tous les végétaux en général, mais est-ce que les arbres communiquent entre eux? Parce que quand on parle d'être vivant, il y a systématiquement un lien qui s'établit entre quelque chose de vivant et quelque chose d'autre de vivant. Donc là, on a parlé du lien qu'il y avait entre les hommes et les arbres. Est-ce que les arbres, entre eux, ont une forme de langage dans lequel il y a un transfert d'informations, quelque chose? Est-ce que vous avez... Alors oui, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui sont sortis sur des transferts d'informations d'arbre en arbre, mais surtout souvent de la même espèce, pour l'instant, ce qui est prouvé. Par exemple, moi, ce qui m'a fait partir de la forêt, que j'aime toujours être en forêt, ce qui m'a fait partir de la forêt pour aller en milieu urbain, c'est que j'ai fait une découverte à un moment dans ma vie. J'ai découvert des souches de sapins de Douglas qui avaient été coupées et qui faisaient un brûlé de recouvrement. Alors qu'un brûlé soit fait sur une année, c'est pas un problème parce qu'il y a de la réserve. Mais qu'il soit fait sur 17 ans ou 18 ans, donc ça on peut arriver à le compter, là j'ai eu des questionnements en me disant pourquoi. Et finalement, je me suis rapproché de certains scientifiques qui sont venus voir cet aspect-là et l'aspect des souches, et qui en fait, on en a conclu qu'il y avait une vraie anastomose. Alors une anastomose, c'est un lien entre le système racinaire dans le même peuplement, qui fait que les arbres vivants donc profiter du système racinaire des arbres qui avaient été coupés pour continuer à prospecter, mais pour pas que la racine de l'arbre qui soit coupée se dégrade, il y avait de la sève élaborée qui était mise là pour faire le brûlé. Il y a une mise en commun des racines en quelque sorte, et quand on voit qu'il y a un défaut quelque part, les autres utilisent leur système pour pouvoir colmater et continuer la brèche et en même temps continuer à utiliser ce système racinaire qui était déjà en place. D'accord. Ah, ça c'est fantastique. Attention, alors là je ne parlerai pas de tous les arbres, je parle de ce que j'ai vu donc sur du sapin de Douglas, et je l'ai vu aussi sur du cèdre. D'accord. Dans des forêts de cèdre, il y a quelques forêts de cèdre en France, même un peu partout, qui justement on a ce qu'on appelle des anastomoses racinaires, encore un terme qui vient de la chirurgie, mais qui est utilisé aussi dans nos termes. Oui, bien sûr. Oui. Ah, ça c'est fantastique. Vraiment, ça laisse, si vous voulez, à réfléchir. Je crois que tout un chacun, parfois on parle beaucoup d'écologie, mais ça sont des termes, ce sont que des mots. Je crois que c'est quelque chose qui est plus subtil que des mots. C'est quelque chose qui nous permet d'être en relation permanente avec tout ce qui nous entoure. Et là, on n'a pas besoin de mots. On devrait naturellement se sentir, sensible, être capable d'écouter ce qu'on voit, ce qu'on entend, pour en déduire qu'on devrait faire. Bien sûr, oui, tout à fait. Dans ce sens-là, c'est effectivement se rendre compte qu'on parle de concurrence beaucoup en milieu forestier, et en fait, finalement, on parle de concurrence de lumière, mais il y a une vraie solidarité au niveau système souterrain, celui qu'on ne voit pas. Les hommes ont tendance un petit peu à comparer la vie extérieure à ce que eux font dans leur manière de réagir. En réalité, les arbres entre eux ne sont pas en concurrence. Ils vivent en douceur et puis ils font avec l'état dans lequel ils peuvent le faire. Voilà, donc il va y avoir une adaptation. C'est ça. On va s'adapter les uns aux autres et voilà. Mais par contre, vous savez que je dirais juste par rapport aux hommes, l'arbre est primordial je dirais même d'un point de vue psychologique. Oui. Parce que, je ne sais pas, vous remarquez, pendant l'été, quand il fait très chaud, tout le monde est au pied des arbres. Tout le monde va au pied des arbres. Ce n'est pas qu'une histoire d'ombrage, à mon avis. Moi, je pense que c'est une histoire aussi... l'homme a besoin de l'arbre. On a chacun un arbre en nous. Que ce soit l'arbre du grand-père, l'arbre de la tante. En tout cas, on a tous une histoire avec un arbre. Et puis, on a vraiment besoin de ça aussi. Les arbres ont un côté pacifique. En même temps, ils sont toujours au même endroit, en tout cas en apparence. Et il y a quelque chose de durable en eux.
Et on a besoin parfois pour être, je vais dire, consolé à l'intérieur de soi, de quelqu'un qui, justement, qui apaise. Et l'arbre a tendance un petit peu à produire cet effet-là. Tout à fait, oui, oui complètement. Alors, à côté de ça, bon, j'ai une casquette de formateur. Oui. Donc, j'initie des jeunes un petit peu sur toute la grimpe. Donc, on appelle ça le certificat de spécialisation taille et soin des arbres. Oui. Donc, j'essaye de sensibiliser aussi au niveau de la fonction publique, des agents, des collectivités à de meilleures pratiques. Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, les gens ont tendance à vraiment... Je pense qu'on commence à avoir une conscience, et ça serait vraiment bien que cette conscience-là soit un peu bien. Mais les gens ont conscience de l'arbre. Certaines personnes ont vraiment conscience de l'arbre. Oui. Et la formation, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que ce n'est pas toutes les actions qu'on peut faire à l'encontre de l'arbre. Je ne pense pas que ce soit dans le sens « je vais faire du mal ». Oui. C'est dans le sens de la méconnaissance. Oui, bien sûr, oui. Souvent, oui. Vous exercez sur quelle proportion du territoire français? Voire plus peut-être, je ne sais pas. Ouais, alors moi j'exerçais beaucoup, j'ai fait de la région parisienne, je travaillais dans un bureau en génie écologique, donc à Ivry-sur-Seine à l'époque. Oui. Ensuite j'ai fait pas mal d'interventions dans le forêt, donc près de Saint-Étienne, oui. Donc dans le bassin arnonéen aussi, je travaille avec les acrobranchés, je fais pas mal de formations aussi pour les grimpeurs éducateurs dans les arbres. Oui. Et après dans l'activité de grimpe et de diagnostic, je suis plutôt dans l'activité de soins, élagage, etc. Diagnostic, je suis plutôt dans la région de Montpellier, Béziers, Nîmes et autres. D'accord. Et on a quand même une grosse activité aussi dans les Landes. Donc voilà, on fait aussi l'activité dans les Landes. On intervient assez souvent dans les Landes parce qu'on c'est par rapport à l'océan aussi. Parce que, voilà, mais c'est une région dans laquelle il y a vraiment beaucoup d'arbres. Tout à fait, voilà. Je dirais dans toute votre activité, est-ce que vous avez ressenti ou est-ce que vous avez constaté une évolution au niveau des arbres sur les 25 années dans lesquelles vous avez exercé? Alors, c'est vrai que, oui, bien sûr que je l'ai constaté parce que il y a beaucoup d'urbanisation. Alors, je parle toujours de l'arbre en ville, parce que c'est vraiment mon dada. Oui. Donc, il y a eu un surplus d'urbanisation, d'accord, qui fait que les arbres se sont retrouvés avec des contraintes. Par exemple, d'eau qui n'arrive plus, qui ne coule plus, parce qu'on a fait par exemple un lotissement, et qu'au départ on était sur un bassin versant, et d'un coup toute cette nappe qui allait vers les arbres est déviée. Donc là, il y a un vrai impact de l'homme sur l'arbre. Par exemple, couper des vieux arbres, ou alors mettre de la pelouse au pied d'un vieux sujet, c'est jamais bénéfique pour l'arbre. Parce que l'arbre va avoir du mal à assimiler l'eau, à cause de cette concurrence végétale de pelouse. Oui. Et ensuite, je me suis aperçu aussi d'un point de vue, beaucoup de stress hydrique. Donc des stress hydriques qui sont importants, avec des sécheresses un peu répétées. Oui. Alors attention, pas confondre le stress hydrique avec le fait qu'une feuille se recourbe. Une feuille, qu'elle se recourbe dans la journée, c'est qu'elle se protège. Oui. Si on veut être sûr qu'il y a un stress hydrique, il va falloir venir très tôt dans la journée, c'est-à-dire à 5h, 6h du matin, pour se rendre compte si la feuille elle est encore courbée ou pas. Si elle est courbée vers 11h, c'est tout à fait normal. Il se protège pour éviter de trop perdre, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Mais par contre, effectivement, je me suis aperçu que dans le temps, effectivement, il y a pas mal d'arbres qui ont des stress hydriques de plus en plus, et il y a beaucoup aussi de maladies qui arrivent d'ailleurs, de pathologies, je pense en ce moment on a des dépérissements assez importants sur les frênes, avec une maladie qui s'appelle la calarose, ce genre de choses-là. Voilà. Et donc effectivement il y a de plus en plus de sujets qui sont atteints, touchés, et je pense qu'aussi on a des peuplements vieillissants, on ne plante pas assez. Oui. Est-ce que le fait de planter énormément de clones a une incidence sur l'état des arbres? Bah oui, tout à fait. Vous prenez le cas des platanes. Oui. Quand on parle de la maladie du chancre coloré du platane, qui n'est pas vraiment une maladie, c'est pas le chancre qui est une maladie, c'est un champignon qui est à l'issue de tout ça. Le chancre, ce n'est qu'un symptôme, c'est une couleur violacée. Et bien tous ces platanes, ce ne sont pas des vrais platanes. C'est un hybride. Donc c'est automatiquement clone sur clone, avec des dépeuplements homogènes. On a trop de monospécificité dans le peuplement, on n'a pas assez d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir pensé à mettre déjà des espèces locales, que ce soit du micocoulier en alternance avec certains tilleuls ou autres, ou du chêne, et là on aurait vraiment une hétérogénéité qui éviterait ce genre de pathologie. Oui. Mais quand vous avez un peuplement, c'est comme les grandes cultures, pourquoi on traite à outrance dans les grandes cultures? Parce qu'on est dans la culture monospécifique, et la moindre pathologie qui arrive là, c'est la régalade, pour lui c'est une grande porte ouverte à un banquet magnifique où personne n'est capable de se défendre. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais écoutez, M. Boutzel, je vous remercie beaucoup. C'était très instructif. On aura peut-être l'occasion de se revoir une autre fois.
Peut-être au pied des arbres. Voilà, peut-être au pied des arbres. Alors, avec grand à ce moment-là, vous nous montrerez encore des détails peut-être un peu plus intéressants sur les types de pathologies qui sont contractées par les arbres et en même temps nous montrer à partir de quoi c'est venu. Tout à fait, oui, avec plaisir. D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup aussi. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci bien, vous aussi. Et puis à une prochaine fois. Ça marche, très bien. Allez. Au revoir.